Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de mécanique et plus précisément dans cette vidéo on va parler de vitesse et d'accélération. Donc pour ça on va prendre un système qu'on note M par exemple et dont on va étudier le mouvement. Donc ce sera un mouvement rectiligne, c'est-à-dire que le système va se déplacer en ligne droite et puis on fait ce qu'on appelle de la chronophotographie. C'est-à-dire qu'à intervalles de temps réguliers, on va prendre une photo de ce qui se passe, et ce qui va permettre de suivre au cours du temps le déplacement du système. Et donc ici, on a pris par exemple 8 photographies. Sur chaque photographie, on repère le centre de gravité du système. Donc là, ici, c'est la position du centre de gravité sur la première photo, sur la deuxième photo, et ainsi de suite jusqu'à la 8e photo. Et puis donc on obtient cette figure où on a les différentes positions du système sur les différentes photographies. Et donc là, il y a une chose déjà qu'on peut remarquer et qui est normalement assez logique, c'est que la distance entre deux positions consécutives varie. Par exemple ici, on a une certaine distance entre M1 et M2, et entre M2 et M3, la distance est plus petite. Entre M3 et M4, elle est à peu près pareille, voire un petit peu plus petite. Ensuite, ça réaugmente, ça augmente encore, ça rétrécit, et ça augmente. Ce qui veut dire que comme les photos sont prises à un intervalle de temps régulier, qu'on peut noter par exemple delta t, eh bien si la distance entre deux positions consécutives augmente ou diminue, ça veut dire que la vitesse a augmenté ou diminué. Donc déjà ici on peut affirmer, rien qu'en voyant ce profil-là, que la vitesse du système au cours du temps n'a pas été constante. Et ce qui va permettre de mettre en opposition deux concepts qui sont tous les deux reliés à la vitesse. Donc d'un côté, on a la vitesse moyenne et de l'autre, la vitesse instantanée. Donc la vitesse moyenne, normalement, c'est la vitesse que vous avez déjà rencontrée au cours de vos études et qui fait intervenir la formule V est égale à D sur T, où D est la distance parcourue et T le temps en lequel cette distance a été parcourue. Donc là, ici, si on l'applique à cet exemple, eh bien, la distance parcourue pour la vitesse moyenne, ça va être la distance parcourue sur l'ensemble du mouvement. Donc là, ici, entre la position initiale M1 et la position finale M8. Et donc, ici, la distance parcourue, ça va être la distance entre M1 et M8. Donc, M1 et M8. Et le temps parcouru, là ici, si on l'exprime en fonction de delta t, il y a 7 intervalles de temps qui ont été mis en jeu au cours de cette acquisition, puisqu'il y a 8 points, mais il y a seulement 7 intervalles entre 2 points. Donc ici, le temps que ça a mis pour parcourir cette distance, c'est 7 fois delta t. Et donc, on va obtenir une certaine valeur numérique qui serait exprimée en mètres par seconde, ou toute unité équivalente. Mais quand on fait ça, à la fin, on obtient une valeur. Donc la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. Mais le problème, c'est qu'on a dit au tout début de la vidéo que là, clairement, le système n'a pas une vitesse constante. Donc la vitesse va varier au cours du temps. Et le problème de la vitesse moyenne, c'est qu'elle efface totalement cette variation au cours du temps. Puisque à la fin, même si on sait pertinemment que là, la vitesse, elle a augmenté, elle a diminué à différents moments, eh bien ici, on n'a qu'une seule valeur, donc ça masque complètement les variations de vitesse au cours du temps. Donc, c'est une information qui peut être utile d'avoir la vitesse moyenne, mais il faut avoir conscience qu'on perd une partie de l'information sur ce qui s'est passé entre la position initiale et la position finale. Et donc ce qui permet d'introduire le concept de vitesse instantanée, qui, comme le nom l'indique, va permettre de donner une information sur la vitesse du système à un instant précis. Donc pas simplement sur l'ensemble de la trajectoire, mais à une étape du mouvement. Et donc, pour ça, ça va ressembler, enfin la formule va être à peu près la même que pour la vitesse moyenne, sauf qu'au lieu de regarder ce qui se passe sur l'ensemble du trajet, donc entre le début et la fin, on va regarder ce qui se passe à une échelle plus petite. Et donc, par exemple, si on veut calculer la vitesse instantanée au niveau du point M4, eh bien, il va falloir une distance et une durée.
parce que la vitesse, c'est par définition le rapport entre une distance et une durée. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait ce qui s'est passé entre le point d'avant et le point d'après. Donc là, il y a une certaine distance qui a été parcourue, donc c'est la distance m3, m5, et cette distance, elle a été parcourue pendant une durée de 2 delta t. Donc ici, on va pouvoir dire que la vitesse instantanée, au niveau du point 4, ça va être m3, m5 divisé par 2 delta t. Donc au final, les deux formules sont très similaires, c'est juste qu'on travaille à une échelle plus petite. Mais ça permet d'affiner l'information qu'on a. Puisqu'ici, cette formule, on peut l'appliquer au point M4, on peut l'appliquer au point M3, au point M2, on peut pas l'appliquer au point M1 parce que il nous manque un point avant, mais on peut aussi l'appliquer au point M5, M6, M7, mais pas au point M8 puisqu'il manque un point après pour pouvoir appliquer cette formule. Et donc en fait, cette formule, on peut la généraliser. Donc, on va avoir VI qui va être égal donc à MI-1, MI plus 1, le point d'avant, le point d'après, divisé par 2 delta t. Et donc, au lieu d'avoir une seule mesure avec la vitesse moyenne, on va avoir une mesure en M2, en M3, en M4, en M5, en M6, en M7. Donc, on est passé de une mesure à 6 mesures, ce qui permet justement d'augmenter la quantité d'informations qu'on a à notre disposition et puis de capturer aussi les variations de la vitesse au cours du temps. Parce que là, ici, la vitesse en M4, la vitesse instantanée en M4, elle sera peut-être différente de la vitesse instantanée en M5. Et je dis peut-être, mais en fait, au vu de la figure, c'est sûr qu'elle sera différente, puisqu'ici, cette distance-là est plus petite que la distance M4, M6. Et donc voilà, donc la vitesse instantanée, ça permet d'avoir une idée de la vitesse d'un système à un instant précis. Et donc évidemment, plus il y a de positions qui ont été repérées lors de la trajectoire du système, plus les mesures de vitesse instantanée seront précises et plus on sera en mesure de justement étudier les variations de la vitesse au cours du temps. Et donc maintenant, on peut se poser la question de comment caractériser les variations de vitesse au cours du temps. Parce que la vitesse, elle peut augmenter, ou elle peut diminuer, ou alors elle peut augmenter rapidement, ou bien elle peut augmenter lentement, elle peut diminuer rapidement, elle peut diminuer lentement, donc il y a plein de cas de figure. Donc on peut se demander, pareil, comment est-ce qu'on peut caractériser ces changements de vitesse? Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils sont lents? Est-ce que c'est une augmentation, une diminution? Et donc c'est là que va intervenir le concept d'accélération. Puisque l'accélération, ça va permettre de quantifier et de caractériser les changements de vitesse. Et donc la formule pour l'accélération va être un petit peu similaire à celle de la vitesse instantanée, parce qu'encore une fois, on s'intéresse à la variation d'une grandeur par unité de temps. Donc ici, en fait, donc l'accélération, assez logiquement, ça va se noter avec A. Et donc là, ici, si on cherche à déterminer l'accélération en un point I, il va falloir prendre la vitesse au point I plus 1, soustraire la vitesse au point précédent, donc I-1, divisé par la durée qui s'est écoulée entre les deux points, donc 2 delta t. Et donc ici, on va pouvoir, pareil, associer à certaines positions une accélération. Donc là, ici, on ne pouvait pas associer à M1 une vitesse parce qu'il nous manquait un point précédent. Et donc là, de la même manière, en fait, pour l'accélération, on va pouvoir commencer au niveau du point 3. On va pouvoir aller au point 4, au point 5, au point 6, mais pas au point 7 parce qu'il nous manque la vitesse au point 8. Et il nous manquait la vitesse au point 8 parce que il n'y avait pas de point après M8. Et donc voilà, donc l'accélération, c'est ce qui va permettre justement de quantifier un petit peu ces variations de vitesse. Et l'accélération, ça va s'exprimer en mètres par seconde carré. Donc on dit soit mètres par seconde carré, soit mètres seconde moins 2. Mais attention à pas dire mètres par seconde moins 2, sinon ça correspond pas à ce que vous voulez dire. Et donc pourquoi est-ce que ça a du sens? Eh bien parce que des mètres seconde moins 2, ça peut se réécrire comme ceci, donc des mètres par seconde par seconde.
Et donc ici, on a bien la variation de la vitesse, donc qui s'exprime en mètres par seconde. De combien varie la vitesse en mètres par seconde à chaque seconde qui s'écoule. Donc ça a du sens que l'accélération au final s'exprime en mètres secondes moins 2. Et donc, il y a aussi une petite remarque à faire sur l'accélération, c'est que quand on parle d'accélération en physique, ça n'a pas exactement le même sens que lorsqu'on parle d'une accélération dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on dit que quelque chose accélère, c'est que sa vitesse augmente. Tandis que en physique, une accélération, ça peut correspondre à une augmentation de vitesse ou à une diminution de vitesse. Donc voilà, c'est la petite différence entre l'accélération en physique et l'accélération dans la vie de tous les jours. Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.